maintenant, je vais demander à Madame Fabry de venir à notre petit pupitre. Je rappelle que Madame Fabry est donc psychologue, neuropsychologue, travaille à Bruckmann. Elle va rebondir, si elle le souhaite, sur l'exposé de Denis Herz. Et puis, elle va répondre à cette question. Donc, en cas d'alcoolodépendance, est-ce que les atteintes cognitives induites, de type frontal, de type exécutif, comme on dit, avec cette perte de capacité d'inhibition, est-ce que ça finit par rendre un projet d'abstinence illusoire dans ce type de situation? À vous la parole, Madame Fabry. Bonjour à tous. Donc pour répondre à cette question, je voulais d'abord aborder donc effectivement donc, le principe dans toutes les prises de substances, il y a des atteintes exécutives, des atteintes mnésiques. Et d'un côté, effectivement, c'est celles qui vont favoriser la rechute, comme effectivement la difficulté d'inhibition et la perte de capacité d'inhibition. Et d'un autre côté, c'est celles qui rendent parfois une période au minimum d'abstinence nécessaire. Donc par exemple, dans l'alcool, on peut quand même avoir, à bout de 6 mois, il y a une récupération importante. Au bout d'1 an ou 2 ans, les personnes récupèrent 80% environ de leur capacité cognitive. Donc rester sans alcool pendant ces périodes, c'est finalement ce qui leur permet de récupérer de l'énergie, de la force et des structures cognitives importantes pour pouvoir se battre et faire des choix après. Bien sûr, par contre, il faut accompagner la personne là où elle est et tout le monde n'a pas des atteintes cognitives au même niveau. Ce qui fait que je pense vraiment qu'un bilan neuropsychologique est important dans l'accompagnement et passer par une période sans ce que permet la cure de sevrage pour faire ce bilan est déjà important et aussi de pouvoir vraiment informer la personne, qu'elle puisse faire son choix, se diriger vers soit une consommation réduite, contrôlée, aller vers des périodes d'abstinence, vers des changements de contexte de consommation, vers une abstinence totale, qu'elle puisse vraiment faire ce choix en connaissance de là où elle en est, avec ses fragilités, c'est lui expliquer ce que c'est qu'un manque d'inhibition, ses capacités, ses biais attentionnels, et proposer une réadaptation, une rééducation. Parce que les récupérations est possible, mais elle peut être aussi facilitée et les personnes qui peuvent être accompagnées. Donc je pense que les périodes d'abstinence qui sont proposées peuvent vraiment être une occasion d'instaurer un traitement, d'instaurer un début de remédiation et de permettre à la personne de tester des nouveaux modes d'apprentissage. Comme expliquer aussi les conditionnements, passer par des périodes sans, permet de créer de nouvelles approches, de créer de nouveaux contextes et de nouveaux apprentissages qui peuvent vraiment donner du choix. Ça dépendra évidemment de là où on en est, et je pense que expliquer aux gens qui ont par exemple juste une surconsommation, qui peuvent même passer par une période sans, c'est de se créer du choix quand dans les moments où par exemple ils sont dans un lieu et ils ont le verre qui vient tout seul à eux, qui apparaît magiquement dans leurs mains sans qu'ils soient réfléchis. C'est des mécanismes qui peuvent vraiment être renforcés qui peuvent être travaillés, en tout cas avec une rééducation neuropsychologique et aussi une approche de petit TCC. Et je pense que des périodes sans peuvent faciliter ça, mais doivent être un choix. Et il faut aussi expliquer que la consommation contrôlée, les alternatives, sont parfois tellement plus difficiles à tenir. Donc, autant l'abstinence peut être un objectif qui est très difficile à envisager, autant il peut être parfois plus facile selon nos faiblesses et selon là où on en est, que la consommation contrôlée, qui peut avoir cet attrait un peu magique de consommer en toute liberté et qui en même temps parfois demande tellement d'efforts et d'énergie. Et c'est pour ça qu'effectivement, je rebondis un peu sur ce que disait professeur Herz, c'est que ça peut être une étape dans un parcours finalement. Parce que les personnes se rendent compte, quand on les accompagne là où elles en sont, très bien, assez vite, que ça leur demande beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de force d'être dans une consommation contrôlée que dans une abstinence, en tout cas au moment où elles en sont dans leur parcours, à ce moment-là. Parce qu'effectivement, chaque fois qu'on reconsomme, on renforce des conditionnements qui se renforcent plus rapidement, qui se déforcent, et on n'en crée pas de nouveaux, ou en tout cas pas suffisamment peut-être. De plus, notre cerveau ne récupère pas assez. On n'a pas vraiment ce moment où on laisse souffler son cerveau qui en aurait bien besoin. Et on ne laisse peut-être pas aussi de temps aux thérapies de commencer à vraiment se mettre en place. Aussi, dans les rechutes, autant les capacités d'inhibition, les biais attentionnels sont là, autant je pense que c'est des choses qui doivent se rééduquer en parallèle d'une thérapie, surtout pour donner d'autres sources.
d'attention, d'autres sources de plaisir, parce que c'est le circuit du plaisir qui doit être renforcé de tellement d'autres façons pour essayer d'être dans une abstinence heureuse plutôt qu'une restriction. Et c'est là aussi que quand on parle d'abstinence, je pense qu'on parle des abstinences, que quand nous on en parle, le patient n'entend pas toujours peut-être la même chose. Il y a l'abstinence totale, il y a l'abstinence où je bois un verre d'alcool au mariage et à la nouvelle année, il y a l'abstinence juste la semaine, il y a toute forme d'abstinence et je pense que c'est des choses avec lesquelles on doit travailler et qui ont un intérêt de travailler avec, mais qui doivent être discutées et la personne doit être informée, surtout quand elle fait ses choix, au niveau neurologique, que ça implique de reprendre de l'alcool, ce que ça va impliquer sur ses circuits neurologiques, sur son circuit du plaisir, et qu'elle soit dans évidemment un choix de vie qui lui corresponde autant au niveau de là où elle en est qu'autant au niveau idéologique, qu'elle puisse prendre du plaisir et être heureux dans son choix. Ne pas être dans une forme de restriction qui est fatalement beaucoup plus difficile à tenir parce qu'elle dépend d'une intense motivation, d'être toujours dans l'inhibition, ce qui n'est pas facile, clairement, et qui favorise pour moi les rechutes. Et je pense que aussi ça a un intérêt de prendre en compte les circuits neurologiques quand on parle de rechute, que la personne comprenne finalement que l'alcool réactive certains circuits, que redétruit une partie... et que ses capacités d'inhibition ne sont peut-être pas encore là où elles pourraient revenir, que du coup c'est normal cet état difficile après, mais que toute chute n'entraîne pas une rechute conséquence et que il doit être vraiment prévu un accompagnement pour ça. Et d'expliquer finalement que beaucoup des conséquences sont récupérables. À part dans les symptômes, dans les syndromes extrêmes comme le Korsakoff, on peut quand même, dans énormément d'abus, de consommation, de dépendance, on peut arriver à une récupération neuronale. Je pense que c'est des informations importantes et qui doivent être beaucoup plus favorisées parce qu'à mon sens, en tout cas, la rééducation neurologique n'est pas encore assez pratiquée, n'est pas encore assez mise en avant dans les unités de soins et même dans les projets thérapeutiques sur le long cours. Je pense vraiment qu'un bilan de la personne et de l'accompagnement pour travailler les circuits des capacités d'inhibition, il existe des modèles et c'est des choses qui sont facilement mises en place mais qui doivent être promues. Je pense que les patients y verront clairement un intérêt, mais qu'il faut d'abord expliquer un petit peu à quoi ça sert. Donc pour répondre à la question, clairement, pour moi, l'abstinence totale n'est pas illusoire. Elle doit être adaptée au moment où la personne en est, où est-ce qu'elle veut, et l'informer au mieux de ses capacités attentionnelles et inhibitrices, parce que c'est ce qui pourra permettre vraiment à la personne de prendre un peu plus un choix éclairé et aussi de favoriser un accompagnement adapté. C'est-à-dire que si la personne... n'a des capacités très faibles en ce moment-ci, pourquoi pas prévoir avec elle une posture d'un accompagnement plus prolongé en fonction de ça, finalement où elle sera moins sujette de rechute, où elle aura moins de facteurs de risque autour d'elle. Et c'est des choses à prendre en compte et à donner comme information à la personne, je pense clairement. Voilà, je vous remercie.